Dans cet épisode, je vais répondre à une question que tout étudiant devant faire un mémoire ou une thèse devrait se poser. À quoi sert un mémoire? Quelles sont ses finalités? Je vais donc vous présenter les attentes de votre jury au moyen de 7 questions qu'ils vont se poser au moment de vous évaluer. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous révèle ce qui énerve prodigieusement les membres du jury et ce qu'ils apprécient tout particulièrement. Donc c'est bon à savoir et à exploiter à votre avantage. Ce bonus est issu directement de mon expérience des soutenances et surtout de ce qui se dit dans le secret des délibérations. Alors, soyez bien attentifs. Alors, quelles sont les finalités d'un mémoire? Alors, sachez que l'écrit est important et bien souvent, il compte jusqu'à 80% de la note globale, le 20% étant pour la soutenance et les réponses aux questions. Donc, c'est un exercice qui est particulier, que nous apprécions beaucoup, car il nous permet de nous assurer que vous êtes en capacité de mobiliser vos connaissances et vos compétences pour un objectif spécifique d'écriture sous une forme que vous aurez donc certainement à faire au cours de votre vie professionnelle, sous une forme plus ou moins similaire. Mais tôt ou tard, vous allez devoir écrire un rapport, une synthèse bibliographique, construire un argumentaire scientifique, structuré, bien écrit, élaborer des discussions, des perspectives. Alors, écoutez bien ce qui suit. Alors, schématiquement, un mémoire révèle si vous savez chercher l'information scientifique pertinente sur Internet, si vous savez construire un plan bien organisé, et si vous savez également transformer l'information brute, le magma que représente l'information sur Internet, en un document clair et bien structuré. Et puis enfin, est-ce que vous savez valoriser le travail en communiquant de façon efficace, avec clarté, vos idées? Alors, cerise sur le gâteau, un mémoire réussi va vous permettre également d'appuyer vos futures candidatures lors des entretiens d'embauche. Vous pouvez tout à fait sortir votre mémoire pour montrer de quoi vous êtes capable. Et c'est quelque chose, finalement, le mémoire va être un peu comme votre porte-parole. Donc, n'hésitez pas à l'apporter lors de vos entretiens d'embauche. Alors, je vais aborder donc maintenant les 7 questions que vont se poser les évaluateurs. La première, c'est cet étudiant sait-il écrire correctement? Alors c'est quoi au juste un mémoire bien écrit? C'est un mémoire structuré avec des phrases concises, sans faute de grammaire, sans faute d'orthographe et qui colle harmonieusement tout au long des pages. Point. Alors dès les premières lignes, eh bien, on sait si la lecture va être agréable ou fastidieuse. Vous avez tout intérêt à ce que la lecture de votre mémoire soit fluide. Tout simplement parce que des phrases longues, tortueuses, bourrées de fautes, nous agacent prodigieusement. Elles vont nous distraire. En fait, on va être déconcentré et on va être obligé de revenir plusieurs fois sur chaque phrase pour comprendre votre message. Donc, à ce moment-là, la forme va prendre finalement toute notre attention, elle va être sur le devant de la scène et va éclipser le contenu. Donc, on voit plus que ça et pour pouvoir voir le contenu, eh bien notre cerveau va être obligé de faire un gros effort pour reprendre le focus et se concentrer sur le message que vous voulez véhiculer. Et sachez qu'il y a beaucoup d'évaluateurs, de collègues qui renoncent à faire cet effort, qui estiment que les consignes et les instructions n'ont pas été respectées et que vous n'avez pas fait finalement correctement l'exercice. Alors on est agacé, on est fatigué prématurément et nous avons donc souvent des pensées du style cet étudiant n'a pas fait vraiment le travail, il est pas sérieux ou voire même il se fiche de moi, il a même pas passé le correcteur d'orthographe, bref. Cela ne présage rien de bon, et même en dépit du fait que le contenu est très bien. Donc n'hésitez pas à bien soigner votre écrit. Alors, la deuxième question que se posent vos évaluateurs, c'est cet étudiant sait-il faire une synthèse bibliographique? Tout bon mémoire qui se respecte contient une partie consacrée à la synthèse bibliographique, et certains mémoires sont même entièrement consacrés à cette tâche. Donc cette synthèse bibliographique est un passage obligé. Or, j'ai constaté en fait à de nombreuses reprises que ce travail était souvent bâclé par les étudiants pressés qui se réveillent un peu à la dernière minute, qui ont beaucoup procrastiné et qui finalement se réveillent et se rendent compte du travail. Donc à ce moment-là, la tâche est grande de faire un copier-coller pur et simple à partir de ce qui est trouvé dans la littérature. Et là, on est dans le plagiat, dans la copie.
Alors sachez que on a tous donc accès à des logiciels anti-plagiat et c'est très simple à utiliser, même par le prof le plus has-been de la planète. Renseignez-vous auprès de votre directeur de mémoire, vous pouvez lui demander de passer votre mémoire au logiciel et comme ça vous serez fixé. Et vous pourrez rectifier le tir et améliorer donc votre mémoire. La troisième question de vos évaluateurs, c'est: cet étudiant sait-il faire une synthèse bibliographique concise et informative? Sachez que nous détestons les catalogues de résultats, vous pouvez en être sûr. Faire la liste, faire en fait un catalogue d'étude par étude, c'est quelque chose qui nous donne le tournis, qui n'apporte rien, qui est très lourd, et on n'arrive pas finalement à prendre du recul et à savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer de toute cette littérature. Et c'est justement ce travail qui vous est demandé. Donc il y a des techniques pour réaliser une synthèse bibliographique concise et informatique. Je vous en parle bien sûr dans la formation. La quatrième question est: cet étudiant sait-il transmettre ses idées de façon cohérente et structurée à l'écrit? Alors bien sûr, cette cohérence et cette structure va découler de votre plan, mais à l'intérieur des chapitres, il faut également être concis et bien structuré. Donc un mémoire qui tient ses promesses, eh bien il est structuré sur le fond. Alors la première question finalement, ou disons la première sous-question, c'est: est-ce que votre texte répond à l'objectif fixé au départ? Alors ça c'est un minimum. Alors vous avez beaucoup d'étudiants qui vont se perdre dans les méandres du hors-sujet, malgré les avertissements bien souvent de leur directeur de mémoire. Ils vont s'éparpiller, ils vont perdre leur focus. Donc c'est dommage. Alors un remède pour ne pas faire de digression, c'est quelque chose qui est humain, donc on l'a tous fait, donc faut pas vous inquiéter. Simplement revenez régulièrement à votre objectif et vérifiez que vous êtes bien dans les clous. Ensuite, nous attendons donc des chapitres qui soient cohérents avec une structuration logique des idées, rester dans les mêmes registres. Je vous montre tout ça bien sûr dans la formation. Et puis sur la forme, nous voulons un document qui respecte le cahier des charges qui est donné à l'étudiant, c'est-à-dire le nombre de pages, la police, l'interligne, les marges, les différents chapitres, la présentation des figures, des annexes, des références bibliographiques. Donc, allez bien regarder les consignes et respectez-les. La cinquième question est: cet étudiant a-t-il un esprit critique? Alors, sachez qu'un mémoire, en fait, c'est comme un bon petit plat, ça se mijote et à feu doux. Il faut lui laisser le temps, si j'ose dire, de cuire pour révéler toutes ses saveurs. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez prendre le recul nécessaire et libérer votre créativité. Une fois que vous avez bien fait mijoter votre mémoire, que vous avez bien travaillé les articles, la synthèse bibliographique, l'écrit, etc., eh bien, donc vous allez maîtriser les contours de votre mémoire, le vocabulaire spécifique, et vous allez pouvoir apporter, une fois ce travail fait, seulement à ce moment-là, une touche personnelle pour finalement apporter votre plus-value, élaborer une réflexion et discuter de vos résultats. Bien sûr, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va se faire avec votre directeur de mémoire. Il y a une espèce d'aller-retour des idées avec votre directeur de mémoire. Donc, une fois qu'on a bien écrit son mémoire, eh bien, il va falloir qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous a appris ce travail? Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Pouvoir porter un regard critique, c'est très important. Est-ce que ce mémoire apporte un éclairage nouveau sur le thème? Et si par exemple vous avez une application, une expérimentation, un résultat de recherche, quels seraient les bénéfices pour la société? Quels seraient les bénéfices pour la communauté scientifique, pour la société, pour l'entreprise, pour les patients, pour les populations? Quelles sont ces perspectives? Et finalement, ce qu'on va vous demander, c'est de transformer le plomb de cette information sur la toile en or. Et vous allez ainsi contribuer par votre travail à améliorer les connaissances sur un sujet. Donc, aiguisez votre esprit critique en discutant de votre mémoire avec votre directeur de thèse. Et c'est l'une aussi des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette formation, afin de vous dégager du temps pour cette discussion avec votre directeur de mémoire. Et de ne pas finalement perdre le temps précieux qu'il va vous accorder pour des questions de forme
qui finalement ne sont pas les plus intéressantes. Il faut vraiment tirer au maximum profit des compétences et de l'expérience de votre directeur de mémoire pour aiguiser cet esprit critique et apporter une vraie plus-value à votre travail. La 6e question est, cet étudiant sait-il parler en public? Alors c'est une épreuve qui est redoutée, la soutenance. Vous allez l'appréhender, vous n'avez aucune idée de la façon de vous y prendre. On a souvent peur de bafouiller, d'oublier ce qu'on voulait dire, du regard des autres. On a peur de ces êtres féroces que sont les membres du jury qui vous observent du fond de leur chaise, souvent dans le noir. Vous rêvez par exemple que vous perdez votre voix, aucun son ne sort de votre bouche. Oh là là, le vrai cauchemar. Alors tout ça c'est compréhensible, nous sommes tous passés par là, et normalement vous avez également des consignes pour votre soutenance. Donc là encore, je vous invite à les respecter, notamment le nombre de diapositives, la durée, la forme, etc. Et ce qu'on va attendre en fait là, surtout, c'est que vous nous montriez que vous vous êtes entraîné, que vous avez gardé du temps pour cet oral, et que vous nous regardez, que vous n'êtes pas scotché à votre ordinateur, que vous avez vraiment des convictions, que vous savez de quoi vous parlez, que vous ne fuyez pas notre regard. Combien d'étudiants tournent le dos pendant toute la durée de la présentation? Un tel comportement, en fait, ça va induire de l'ennui, de l'agacement, et finalement, ça va pas être très bon pour vous. Donc, je vous donne également, dans cette formation, les clés d'une soutenance réussie. Et la dernière question, cet étudiant sait-il argumenter à l'oral? Alors, après la soutenance vient le doux moment des questions. Et les êtres féroces de votre jury sortent de leur tanière pour faire leurs critiques, leurs commentaires et leurs fameuses questions. Alors, émotionnellement, nous sommes sur des montagnes russes et c'est tout à fait normal. Alors, à ce moment-là, les évaluateurs vont apprécier les étudiants qui sont attentifs, voire même qui prennent des notes sur nos commentaires, qui écoutent nos questions sans nous interrompre et qui ne cherchent pas à répondre immédiatement. Et un seul mot-clé suffit pour vous rappeler des questions. Souvent, l'orateur va avoir plusieurs questions. Et puis, au moment de répondre à nos questions, alors sachez qu'il y a des questions naïves et des questions méchantes. La plupart du temps, ce sont des questions naïves. La personne veut vraiment en savoir plus et donc, va vous questionner sur ce qui la préoccupe. Mais sachez que nous attendons des réponses scientifiques qui montrent que vous connaissez votre sujet. Donc, ça veut sous-entendre qu'il faut approfondir votre sujet. Et là, attention au piège du beau parleur. Donc, nous attendons un peu de répartie, d'enthousiasme, de tenir vos positions, de relever la tête, de défendre vos idées. C'est comme ça qu'en fait, vous allez être outillé pour la vie professionnelle. Donc, argumenter, montrer qu'il y a quelqu'un derrière ce visage, une personnalité, une conscience qui réfléchit. Et le must, c'est l'étudiant qui a anticipé les questions de ce jury et qui nous sort la diapositive supplémentaire qui va répondre pile poil à nos questions. Alors là, je peux vous dire que vous marquez des points et pas qu'un peu. Et en principe, si vous avez bien travaillé, vous en savez plus que votre jury, ne l'oubliez pas. Alors montrez-nous votre belle assurance. Félicitations, garantie, vous pouvez me faire confiance. Alors je vais terminer cette vidéo avec les 5 choses que les membres du jury apprécient et les 5 choses qu'ils détestent prodigieusement. On commence tout de suite par les choses qu'ils apprécient. Alors bien sûr, la politesse, que ce soit avec le directeur de mémoire ou bien lors de la soutenance, c'est très important que les étudiants respectent leurs interlocuteurs. Alors je suis sûre que beaucoup d'entre vous le sont, c'est quelque chose qui est évident, mais c'est bien parfois de faire un petit rappel. Donc, poser un lapin à votre directeur du mémoire, on oublie. De même que le prévenir le dimanche soir que vous n'avez pas avancé, donc vous ne pouvez venir au rendez-vous du lendemain lundi. De compter sur une réponse instantanée, même le week-end, ou de faire des mails cavaliers, brusques, hautains, discourtois, comme si tout vous était dû. Donc ça, c'est important. Ensuite, la ponctualité. Je le précise ici, arriver à l'heure, rendre le mémoire dans les temps, sans faire d'histoire, et puis respecter le temps imparti pendant la soutenance, ce sont des éléments extrêmement importants dont nous reparlerons. Alors sachez que moi je suis plutôt tolérante sur les retards, je connais par contre des enseignants qui ont définitivement fermé leurs portes si l'étudiant leur manque de
de respect du fait d'une mauvaise ponctualité. Hein, et c'est quelque chose qui sera très important tout au long de votre vie professionnelle. Ensuite, le respect des consignes, j'en ai déjà parlé, j'en remets une couche, histoire de bien insister. Rappelez-vous que des enseignants se sont cassés la tête à vous rédiger quelque chose afin de vous aider, et la moindre des choses, c'est d'en prendre au moins connaissance. Je n'y reviens pas. Ensuite, un travail sérieux. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on apprécie tout particulièrement, et je crois que nous avons un 6e sens pour détecter les étudiants qui font réellement des efforts et les imposteurs. Alors, c'est quoi un travail sérieux? Eh bien, c'est lorsque l'étudiant s'implique déjà dans sa façon d'échanger avec son directeur de mémoire, de faire ses recherches bibliographiques. On sait que le travail est sérieux également lorsque l'on voit l'évolution du vocabulaire qu'utilise l'étudiant. On se rend compte très vite lorsque vous êtes vraiment approprié la terminologie. On se rend compte également d'un travail sérieux lorsque l'on voit que l'étudiant veut bien faire, malgré les difficultés. Un travail sérieux, en fait, se traduit également par un mémoire bien présenté, propre, assez bien écrit dès le départ, même en format brouillon, avec un texte qui est étayé, qui est structuré et référencé. Voilà pour le travail sérieux. Et puis enfin, la clarté des idées, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Je crois que c'est vraiment important de bien comprendre ce que vous voulez exprimer et vous verrez que les phrases viendront d'elles-mêmes. Pour finir cette vidéo, ce que les membres du jury détestent, on va commencer tout de suite par la prétention ou l'arrogance. Donc, ce sont des choses vraiment détestables que l'on voit souvent lors de la soutenance, mais aussi également dans les interactions tout au long de l'encadrement des étudiants. Alors si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes ni prétentieux ni arrogant, mais que vous savez que vous avez des choses à apprendre. Donc je le dis néanmoins, sachez rester humble tout au long de votre vie, on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Ensuite, le manque d'écoute, alors c'est un problème souvent de concentration, mais c'est plus souvent un manque justement d'humilité, et c'est de l'orgueil en fait. On peut voir des étudiants donc manquer d'écoute tout au long de leur accompagnement, et certes ils vont échanger avec leur directeur de mémoire, mais on sent que ça ne matche pas bien, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, et cela se traduit par un étudiant qui n'applique pas les conseils qui lui sont donnés. Alors c'est agaçant car nous passons du temps à lire, à corriger le travail, et nous attendons donc une bonne écoute. Alors le manque d'écoute est également très pénalisant au moment de la soutenance, lorsque les membres du jury posent leurs questions. Et donc je vous recommande de noter brièvement, si cela est possible pour vous, la question ou les questions posées par les membres du jury. Sachez que certains sont très bavards et ils vont faire toute une tirade où il y aura 2, 3 ou plusieurs questions. Donc un mot-clé suffit pour vous rappeler d'y répondre. Et puis écrivez toutes les remarques qui vous sont données. Si cela est possible, cela vous permettra de vous améliorer pour la suite. Alors la mauvaise foi, c'est l'attitude qui consiste à mettre nos actes sur le compte de quelque chose d'extérieur à nous ou de quelqu'un, et donc à nier que nous en sommes les vrais auteurs et que nous devons en répondre. Alors la mauvaise foi, on la voit surtout lors de la soutenance, moment fort du parcours où les enjeux sont élevés, et nous voyons souvent les étudiants faire preuve de mauvaise foi lorsqu'ils doivent répondre à des critiques. Ils vont chercher à se justifier en faisant précisément croire que ce n'est pas de leur faute. Certains vont même être très inventifs pour se justifier. Alors, la mauvaise foi, en fait, elle va fermer le dialogue et plus personne ne s'écoute. On ne discute plus de science, le débat est avorté et cela va colorer négativement toute la présentation, même si elle était très bonne. Donc, au moment des délibérations, ça peut être très pénalisant. Le dilettantisme, alors c'est quoi? C'est celui qui manifeste peu d'engagement, qui fait preuve de peu de motivation dans ce qu'il entreprend. Alors il y a pas mal d'étudiants qui font leur mémoire en dilettante, c'est-à-dire ils sont économes de leurs efforts dès lors qu'ils estiment que la tâche ne vaut pas la peine qu'on y consacre toute son énergie. Donc le jeu, en somme, n'en vaut pas la chandelle. Cette attitude est très fréquente et m'interpelle. Je me pose vraiment des questions sur les motivations des étudiants à faire des études et à apprendre.
Alors il y a peut-être une pression familiale derrière ces choix ou des attentes élevées de la société, de la famille, et finalement tout le monde y perd. Les étudiants eux-mêmes sont réduits à faire un travail qui ne les intéresse pas, et les enseignants, directeurs de mémoire peinent à conduire les étudiants vers leur diplôme. Donc c'est dommage. Et enfin le beau parleur, eh bien c'est celui qui a de l'éloquence, qui a de la tchatch, comme on dit, en toutes circonstances. Le beau parleur utilise son pouvoir en fait de séduction pour induire un effet hypnotique et ainsi endormir son interlocuteur ou son auditoire qui ne voit plus que lui et qui n'entend plus que sa voix forcément belle et suave. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout bon orateur est un beau parleur. Cependant, c'est un aspect de la personnalité qui réveille chez moi souvent un peu la méfiance. Et parfois, il suffit de gratter un peu le vernis pour découvrir à qui on a affaire. Donc, sachez que personne n'est dupe. Alors, si vous avez des qualités d'orateur, je vous recommande de mettre cette qualité en veilleuse, notamment avec votre directeur de mémoire, et de mettre votre énergie au service d'un travail approfondi. Et puis, vous pourrez toujours ressortir votre aisance à l'oral au moment de la soutenance, mais cette fois-ci, votre aisance à l'oral mettra en valeur votre travail. Nous en avons donc terminé avec la présentation de ce second pilier de la réussite de votre mémoire, que sont donc les attentes du jury, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour les 3 autres piliers.